Et bienvenue chez Fric au féminin. Fric au féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est problématique pour beaucoup, notamment quand vous vous reconvertissez et que vous souhaitez créer une entreprise autour de valeurs durables, qui est comment concilier business, argent et écologie. On va le faire à deux voix avec un spécialiste du sujet qui est Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut Ophélie, heureux de te rencontrer. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes. Mais avant de passer cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau, votre bonus dans la description, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment toi, justement, tu as développé tes premières activités durables et tu t'es saisi de ce sujet qui était l'argent et le business? Alors je m'en suis saisi par obligation, hein. J'ai commencé comme pas mal de gens par des études. Je me suis arrêté au bac, moi. J'ai fait plaisir à mes parents, je me suis arrêté au bac et ensuite il a fallu travailler, tout simplement. J'ai travaillé dans pas mal de secteurs diversifiés jusqu'à m'apercevoir qu'en fait le modèle de société qu'on me proposait, bah, ça collait pas du tout. Donc je me suis complètement sorti de la société, si je puis dire. Je me suis installé sur un terrain dans le Limousin, j'ai construit ma maison en paille, écologique, j'ai commencé à m'autonomiser, me disant que j'allais pouvoir vivre en dehors du monde sans aucun problème. Sauf que, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai été rattrapé par le fait que, bah, il fallait quand même avoir quelques revenus. Si tu veux, eh bien, il a fallu, que je me dise: «Ben, ouais, comment générer ce revenu?» Puisque, bah, s le la les autoproductions que j'avais chez moi ne suffisaient pas pour payer l'entièreté des factures, et cetera. Autour de moi, j'avais quoi? J'avais des élevages de canards, j'avais, des pommiers pesticidés, et cetera. C'était pas vraiment mon truc, je voulais absolument pas travailler dans ces domaines-là. Et donc je me suis dit: «J'ai développé des activités, j'ai développé ma propre construction, et cetera, des compétences, de l'expertise. Bah, je vais commencer à entreprendre dans ce domaine-là avec ce que j'ai et puis, eh bien, je vais vendre mes services.» Qui dit vendre ses services dit qu'à ce moment-là, eh bien, entre en, relation toutes les croyances que je véhiculais par rapport à l'argent, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à toute cette démarche d'indépendance financière aussi. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquaient et que rencontre certainement, ton audience, et peut-être que tu as rencontré toi aussi dans ton parcours, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, ces considérations arrivent à ce moment-là. Et là, on se dit: «Il faut y aller, quoi.» Et on a tous, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, un certain nombre de croyances limitantes sur l'argent qui nous autolimitent. Et il y en a des bien spécifiques pour les gens qui ont des profils, on va dire, plutôt écologiques et durables. Et la Ouais. première, c'est que l'argent serait quelque part la source de tous les maux et très lié au capitalisme qui serait destructeur pour l'environnement. Et c'est souvent ça qui nous empêche de chercher à développer des business à la fois vertueux et durables économiquement, donc rentables. Complètement, complètement. On est tout à fait là-dedans. C'est le type de vie de croyance qu'on véhicule au départ. Néanmoins, moi, je vois aujourd'hui, l'argent comme une, je dis souvent, je prends souvent cette image-là, c'est comme une clé à molette. Si tu veux, avec une clé à molette, on peut tuer quelqu'un ou on peut réparer une voiture. Eh ben, c'est, neutre, c'est un outil et je le vois comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que, au préalable, on a cette notion que l'argent, on le voit tout simplement, on voit des gens, faire n'importe quoi avec, on voit, des gens, déifier l'argent et donc par opposition, on va se dire que c'est le diable. Alors que c'est simplement un outil au service de développement de projets et de développement aussi de communautés, de progrès, de choses comme ça. Et que, en effet, bah, oui, il faut se pacifier en tout cas avec l'argent quand on veut lancer un projet, entrepreneurial, parce que c'est le sang de l'entreprise. C'est ce qui fait, comment dire? Que l'entreprise peut se développer, perdurer et durer. Donc comme l'entreprise est liée à la mission, si tu veux, heu, il est impossible que notre mission vertueuse, s'étende dans le temps, si on n'a pas une entreprise qui le permet et si on n'a pas pacifié sa relation au préalable avec l'argent. Donc c'est le grand cheminement, la grande aventure qu'on doit tous avoir en tant qu'entrepreneur vertueux. Alors moi, j'aime bien dire que, l'argent, c'est l'énergie des entreprises et quel que soit d'ailleurs, le statut juridique d'entreprise, hein, même si on choisit, une SIC, une SCOP, enfin une entreprise coopérative ou une entreprise de, l'économie sociale et solidaire. C'est comme une plante, hein, s'il y a pas de l'eau, s'il y a pas, de la lumière, et s'il y a pas tout ce qu'il faut en termes de nutriments qui circulent à l'intérieur, il y a un moment où l'entrepreneur finit à genoux et l'entreprise n'est pas durable. Complètement. Et qui dit entreprise non durable dit que la mission s'arrête là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la connexion avec la mission, pour l'audience, c'est la connexion avec la mission de régénération, par exemple, qu'on peut avoir, qui va s'arrêter elle aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'impact. On n'a plus l'impact positif qu'on souhaitait avoir, tout simplement parce qu'on véhicule des croyances limitantes liées
à cette énergie ou à d'autres outils, hein. Ça peut être aussi la vente, ça peut être aussi le marketing. Il y a beaucoup de croyances qui sont, proches aussi de tout ça et c'est vrai qu'il faut aller chercher, l'origine de ça, parce qu'il y a toujours une origine et essayer de débunker aussi, ce phénomène-là pour au plus vite se mettre au service de notre mission, et au plus vite, comment dire, se mettre au service de notre propre vie aussi parce qu'on bride son potentiel par ce biais-là, quoi et donc on bride le potentiel qu'on peut mettre à disposition du monde, hein. Alors, je le vois, moi, chez des porteurs de projets. Là, je suis intervenue dernièrement sur des incubateurs, justement sur des projets, on va dire, innovants, dans le domaine, environnementaux. Et il y a aussi beaucoup de personnes, bah, qui sont complètement bloquées sur les questions de marketing parce qu'ils ne pensent pas qu'on puisse faire du marketing éthique, c'est-à-dire d'être authentique dans ce qu'on vend et de le faire avec le cœur. Il y a pas mal de personnes qui pensent aussi que vendre, c'est aller, prendre, l'argent dans la poche de l'autre et faire diminuer sa valeur quelque part, l'appauvrir, plutôt que de créer de la valeur dans sa vie. Voilà, ben ça, c'est une vision très malthusienne des choses. C'est normal, c'est très répandu dans le milieu écolo. C'est logique. Moi, je connais très, très bien ce milieu parce que je viens de l'écologie radicale. J'aime à dire que je faisais chier tout le monde à l'époque et que, j'ai été, complètement contre-productif à ce moment-là parce que j'amenais personne, avec moi. Au contraire, les gens, quand ils me voyaient, ils n'avaient pas du tout envie de s'intéresser à l'écologie. Ils se disaient: «Moi, je veux pas être comme ça». Donc aujourd'hui, évidemment, ça a changé un petit peu. J'ai compris pas mal de choses et donc oui, cette vision malthusienne, c'est ne pas comprendre quelle est l'essence même de l'entrepreneuriat. L'essence même d'une entreprise, c'est quoi? C'est, résoudre un problème, déjà pour commencer, c'est résoudre un problème ou alors remplir un besoin non rempli dans la société. Donc à partir du moment où on résout un problème de quelqu'un, où on remplit un besoin non rempli, bah, ça veut dire on élève la société, on solutionne, on aide la société à se porter mieux. Donc de base, déjà, c'est ça. Le marketing, c'est la même chose, c'est tout simplement diffuser, commercialiser, donc mettre en avant finalement ces produits ou ces services qui résolvent des problèmes. Donc à partir du moment où à la base, on a un produit, quelque chose d'utile et quelque chose qui a de la valeur pour la société, ben il y a aucun problème comment dire, connaître. Donc l'idée encore, c'est qu'on amalgame. C'est-à-dire qu'on va voir, des produits absolument, inutiles. On prend souvent l'image de l'esquimau pour du frigo pour l'esquimau, qu'on essaye de vendre à tout prix, voilà. Donc on crée du besoin. C'est vrai qu'on est dans une société et c'est ça aussi un petit peu comment dire, le penchant, le côté un peu déviant de la société ultra-capitaliste, c'est que parfois on crée des besoins qui n'existent pas, et qui ne sont pas nécessaires, enfin qui ne sont pas utiles. Et donc du coup, on fait des amalgames avec ça. Heu, alors après on entend parler de slow marketing, de slow ci, de slow ça. En fait, à partir du moment où les choses sont bien faites, qu'on résout un problème et qu'on met, un produit, un service éthique sain à la disposition de quelqu'un, bah, on est en train d'aider la société, hein, de base, quoi. Donc tout cela de base, la vente, le marketing, quand on prend l'essence pure de tout ça, l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui sont vertueuses. Depuis l'Antiquité, la vente existe, les commerçants se sont mis ensemble et j'ai envie de te dire et j'ai envie de dire à l'audience, même une association aujourd'hui doit vendre. Même une ONG doit vendre. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, les subventions de l'État sont de moins en moins, comment dire, généreuses, pas forcément dirigées tout le temps où on veut et il y a de moins en moins de bénévoles aussi. Donc à un moment donné, même les associations sont obligées de se mettre en situation de comment dire, de penser comme des entreprises et donc en réglant ces problèmes-là, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, bah, on avance et on fait avancer sa cause comme d'hab. Oui, réfléchir en termes d'entreprise, c'est réfléchir tout simplement à équilibrer les choses et à faire circuler les moyens à l'intérieur d'une structure. Ouais, exactement, exactement. Du coup, plutôt que de réfléchir en termes de rentabilité absolue et de toujours plus, une manière de réfléchir aussi, c'est de réfléchir à mieux. Comment est-ce qu'on peut mieux équilibrer au sein de son activité? Comment est-ce que soi-même on peut équilibrer son rapport au travail, c'est-à-dire au temps, à l'argent et puis, bah, à la valeur qu'on produit chez les autres? Moi, c'est souvent comme ça que je l'aborde. Ouais, c'est intéressant. On essaye de penser à un juste équilibre entre le bien-être de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Donc on essaye de penser bien-être parce qu'évidemment, bah, on a besoin de prendre soin de soi. Ça, c'est très important pour la pérennité de l'entreprise. On a besoin de se retrouver dans pas mal de choses. Donc ça, c'est un premier point dans le triptyque. Ensuite, il faut qu'en effet, l'entreprise se porte bien au niveau finance, donc il y a un minimum à fournir comment dire, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de choses comme ça. Et puis, en effet, il y a la valeur qu'apporte l'entreprise. J'ai envie de dire sur l'environnement.
OK, mais aussi, sur l'humain, c'est-à-dire en termes de gouvernance, en termes de, comment dire, de ruissellement de ce qu'elle génère comme profit. Le profit doit de base aussi, ça veut dire quelque chose de profitable. Donc encore une fois, comment l'entreprise est profitable pour son fondateur ou sa fondatrice? Comment elle est profitable pour, les gens, les collaborateurs qui travaillent ou les associés, la communauté, proche? Voire même plus loin, la communauté, l'environnement, d'une manière générale. Donc tout ça, je pense à c'est un petit peu notre système de pensée chez les écopreneurs, c'est-à-dire qu'on va pas chercher, une structure, de remontée de profit pyramidale comme on peut le voir en effet sur les multinationales. C'est comment notre entreprise agit pour, en effet le bien-être de l'ensemble des humains qui la composent, mais aussi beaucoup plus loin, et comment elle apporte de l'impact non seulement sur l'environnement, mais sur les humains. Puis alors, il y a cette vieille croyance aussi selon lequel, justement monter une activité durable et écologique, ce serait entre guillemets «moins rentable» qu'une activité classique. Mmh. Alors ça, c'est complètement faux. D'ailleurs, en ce moment, je fais beaucoup de sujets, aussi sur l'investissement, responsable et durable. Parce qu'aujourd'hui, investir responsable et durable, c'est quelque part une niche d'investissement extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que la raréfaction des ressources, la modification, on va dire, des contraintes réglementaires publiques, le soin que, de plus en plus nous avons, nous, les épargnants, de donner du sens à notre argent, fait que, eh ben, en fait, ces entreprises, deviennent pionnières sur leur marché. Aujourd'hui, même, sur, des choses un peu plus spéculatives que sont, on va dire, les levées de fonds dans les entreprises innovantes. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle les green tech. Ouais, il suffit de regarder, même les émissions de grande écoute. Tu regardes, «Qui veut devenir votre associé?», sur M6. On a les plus grands investisseurs aujourd'hui français, sur le plateau. La plupart aujourd'hui, ont cette conscience de vouloir investir que dans des projets qui sont à vocation, impact humain ou impact environnemental. Donc aujourd'hui, c'est pour moi, c'est archaïque de penser qu'on ne peut plus, gagner d'argent, dans des entreprises qui se focalisent exclusivement sur le social, sur l'humain, sur et cetera. On ne peut pas être rentable correctement, ou on ne peut pas investir dans ces sujets-là. Non, au contraire, c'est complètement l'avenir. On a aussi, des entreprises qui fonctionnent très bien, tous les jours sous nos yeux dans ces thématiques-là. Et puis en effet, par rapport à ce qui va se passer à l'avenir, plus ça va aller pour moi, plus on va se diriger vers un assainissement de l'économie. Ça va être obligatoire puisqu'évidemment on est soumis, aux limites planétaires, on le voit bien. Donc on va avoir quand même une économie qui va relativement, à force de crise, hein, ou à force de dégâts certainement importants, s'assainir progressivement. Alors il y aura toujours, hein, différents types d'entreprises et cetera, mais je pense que, se diriger vers ce type d'entreprise vertueuse, c'est l'avenir, clairement. C'est clair. Et les personnes que vous accompagnez chez les écopreneurs, parce que vous en avez accompagné des milliers, c'est des personnes qui sont à l'aise avec l'argent, ou vous récupérez aussi ce vieux tabou sociétal très franco-français qui est: «On n'ose pas en parler» et c'est un sujet qui fait très peur? Alors oui, on est, complètement là-dedans, moi je l'étais, hein, j'avoue, hein, j'étais complètement dans ces croyances aussi, hein. Je me suis auto-flagellé pendant des années, sur ces sujets. Ça a mis du temps, de travailler tout ça, et en effet, ouais, bien sûr, on a des écopreneurs qui rentrent chez nous, des porteurs de projets qui véhiculent ce type de croyances, et qu'il faut, reconnecter. Il faut faire les reconnexions, aux bons endroits, et en effet, oui, gagner de l'argent, c'est incompatible avec l'écologie, c'est de l'avidité, ou alors il y a la culpabilité aussi de gagner de l'argent. Il y a plein de sujets comme ça à traiter qui sont très importants de regarder, d'où ça vient, est-ce que ça vient de trauma? Est-ce que ça vient de conditionnements sociétaux? Est-ce que ça vient de l'éducation? Est-ce que ça vient de, voilà, regarder d'où ça vient, et puis déboulonner petit à petit tout ça pour qu'en effet, ah bah tiens, on fasse des connexions différentes. Il faut avoir cet état d'esprit d'ouverture pour se dire: «Tiens, est-ce que je pourrais pas penser, faire un pas de côté et penser un peu différemment?» Puis après on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent, quoi. Et puis finalement, c'est aussi en côtoyant des gens qui sont animés par des belles valeurs et qui ont développé des business à la fois rentables et durables, qu'on se rend compte qu'il est possible de tout avoir et de tout concilier. Ah oui, bien entendu, style de vie, voilà, nous on prône pas un style de vie, dans l'ultra-consommation et dans l'avidité. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un style de vie proche de l'essentiel, proche de la nature, proche de nos familles,
avant d'entretenir des belles relations, un style de vie qui est pas forcément dispendieux, mais confortable en même temps parce qu'il est important qu'on puisse aujourd'hui, répondre aux différentes injonctions, que ça soit les études des enfants qui coûtent un certain et cetera et cetera. Donc on veut bien vivre de nos activités. D'ailleurs, un des leviers que j'ai travaillé dernièrement avec quelqu'un qui était sur un projet, on va dire, d'agriculture biologique, qui était très coincé par rapport à l'argent. Et un des leviers pour faire switcher la personne et qui lui a permis, bah, en un mois, de gagner le chiffre d'affaires qu'elle avait fait l'année auparavant, ça a été justement de lui démontrer qu'en fait, en gagnant de l'argent, elle pourrait à la fois donner et investir dans d'autres projets de transition et de développement écologique. Ouais, bah, oui, de base, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas aider si on ne possède pas quelque chose. Donc en effet, c'est très proche des éthiques de la permaculture qui comment dire? Nous drive dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va être attentif à l'humain, on va être attentif à la planète et on va redistribuer nos surplus. Alors redistribuer nos surplus, c'est pas toujours redistribuer tout ce qu'on gagne, évidemment, sans faire attention à soi. Bien sûr, c'est prendre notre juste besoin et puis ensuite, eh bien, aider, d'éventuels projets qui ne peuvent pas être rentables, ouais, ça c'est complètement possible. Ou alors, bah, continuer à investir dans sa propre entreprise pour que notre impact vertueux soit encore plus développé et cetera. C'est clair que moi, je préfère largement, comment dire? Faire des cycles vertueux d'abondance, hein, plutôt que de restrictions, de penser petit, de petites ambitions aussi. C'est vrai que souvent les écopreneurs rentrent chez nous en disant: «Ah, je veux pas trop avoir d'ambition, je veux pas trop faire de bruit, je veux pas trop gagner, je veux pas trop faire». Non, aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin par rapport aux enjeux qu'on est en train de vivre, c'est des gens qui ont de l'ambition, beaucoup d'ambition. C'est des gens qui ont du courage, et c'est des gens qui veulent faire aussi grand. Alors, on peut avoir des gens qui veulent faire des choses modestes, il y a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, les enjeux que nous traversons au niveau, mondial, ce sont des enjeux qui sont massifs et ce sont des enjeux qui sont urgents. Donc ça se fera avec des gens qui ont du courage et qui veulent faire grand aussi. Et on a besoin de ces gens-là dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'entrepreneuriat écologique, parce que sinon, bah, la place va toujours revenir aux mêmes personnes. Pour prendre cette place, on a besoin de penser différemment aussi. Oui, alors tu l'évoquais, toutes ces questions-là. On a, pour beaucoup, le travers du small is beautiful. Mieux vaut, être petit, notamment, bah, quand on vit dans une forme de minimalisme, ce qui est aussi mon cas. Moi, j'ai adopté un mode de vie assez minimaliste. Bah, pourquoi? Pour avoir de la simplicité, pour simplifier ma vie à l'extrême, parce que la complexité, c'est ce qui nous coûte le plus dans nos vies et puis pour me désembuer quelque part de certain nombre de choses qui me mangeraient mon temps et mon énergie, inutilement et ça me permet d'avoir une ambition dans mes activités économiques et c'est là que la plupart des gens se trompent parce qu'on peut se satisfaire quelque part de peu et de choses extrêmement simples, mais pour autant avoir envie d'avoir un bel impact et ben, de créer les choses que les autres n'ont pas forcément créées. Là, moi, prochainement, je te disais que je suis en train d'essayer de créer un projet pour des femmes qui voudraient éco-investir parce que je suis sûre qu'on est nombreuses à vouloir donner du sens à notre argent et à ne pas vouloir investir notre argent dans des choses qui ne répondent pas à nos valeurs. Et finalement, c'est quand même quelque chose de relativement ambitieux. Bah, c'est très ambitieux et on a besoin de ça. On a besoin de démultiplier les impacts et c'est par ce type d'investissement, c'est par le fait d'injecter de l'argent aussi, dans des projets de ce type-là qu'on va petit à petit prendre, j'ai envie de dire prendre la place de toute l'économie pourrie auquel on est confronté sans arrêt qui amène la destruction de notre monde. Donc, ça ne se fera pas, en râlant devant le 20 heures sur le canapé. Ça ne se fera pas en disant: «C'est la faute des autres, c'est la faute des industries, c'est la faute de machin, c'est la faute de bidule». Ça se fera en prenant nos responsabilités, en changeant, notre façon de penser, en ayant de l'ambition et pourquoi pas en étant aussi demain des investisseurs, des investisseuses, qui mettons, des billes dans les projets qui ont besoin de ça, hein. Donc moi, pour moi, le changement de l'économie passe carrément par ça. Je suis super fier parce que je viens d'investir dans la première des entreprises d'un de mes écopreneurs. Donc moi-même, je suis confronté à ça aussi et je suis super content de passer ce stade-là, où là, je viens de prendre des parts dans une des boîtes voilà, d'un de mes écopreneurs qui fait de l'aquaponie et ça va être grandiose de faire ça, voilà. Donc on franchit des stades d'impact. On commence par devenir moi, j'étais praticien, ensuite entrepreneur, pourquoi pas, investisseur, philanthrope, peu importe, mais plus ça va, plus les stades d'impact augmentent et on a tous besoin de franchir ces stades-là. Et maintenant, il faut penser business, argent et écologie. Ouais, 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 bah, bien sûr. Il faut penser, je pense, dès le lancement du projet, on est dans cette recherche. Heu, alors j'ai envie de dire, les gens qui nous rejoignent, nous, pensent parfois trop à l'écologie
et aux idéaux qu'ils ont au départ, plutôt qu'à l'argent justement. C'est plutôt sur l'argent qu'on a besoin de les réconcilier, les finances et le côté gestion, le côté marketing et cetera. Parce que les idéaux sont là, il y a pas de problème. On a des idéaux, on est super motivé et cetera. Bien souvent, ces idéaux sont hyper auto-centrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même les mettre en relation avec ce dont le monde a besoin. Parce qu'ils ont pas forcément les gens n'ont pas forcément besoin exactement de ce que tu veux proposer. Donc déjà, il faut sortir un peu de son autocentrisme et de ses valeurs et de ses idéaux. C'est super, c'est génial, mais il faut les mettre en relation avec ce que le monde veut. Et puis ensuite, bien entendu, bah, il va falloir déployer les outils pour que ça existe. Et en effet, ouais, c'est là qu'il faut bien bosser aussi sur le côté, modèle entrepreneurial. Et il y a aussi cette vieille croyance selon laquelle il est «mieux» entre guillemets de donner que de recevoir. C'est très judéo-chrétien et ça, on l'a de manière complètement inconsciente, notamment, bah, c'est lié à la religion catholique, hein, en France, c'est encore très, très marqué dans les esprits et alors les femmes encore plus parce qu'on a l'habitude, de donner et de s'occuper des autres, de manière gratuite et inconsciente, hein, donc c'est encore plus marqué dans «l'entrepreneuriat» entre guillemets au féminin, mais en fait, c'est les 2 qu'il faut faire. Savoir donner et recevoir. Ouais, c'est parfaitement compatible et puis, en effet, pour donner, je veux dire, à un moment donné, quand tu donnes de l'énergie, c'est que tu en as reçu quelque part aussi. Ça, c'est dans les écosystèmes, on le voit tous les jours. Un écosystème, une plante, n'importe quel être vivant reçoit de l'énergie, puis à son tour, bah, distribue, éventuellement. Donc c'est quelque chose qui fonctionne dans les 2 sens. Tu peux pas donner si tu n'as pas reçu à un moment donné. Donc il faut accepter les 2. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un là qui est en train de lancer une activité, un business écologique justement pour éviter, les écueils qui font que son activité serait pas rentable au démarrage? Une très, très bonne préparation de projet. Vraiment, je pense que c'est ce qui est le plus important. Si vous voulez pas tomber dans les statistiques que moi je voyais, moi toutes mes entreprises ont réussi. Au début, je savais pas pourquoi. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Et je voyais les statistiques, 50 des entreprises ferment dans les 5 ans, 30, je sais plus combien de pourcentage ne gagnent pas le SMIC et cetera. Tous ces gens-là, ça peut faire peur, mais tous ces gens-là qui ne fonctionnent pas, c'est par vraiment, manque de préparation de projet et puis surtout manque d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des idéaux, il y a pas de problème. Il nous faut trouver des positionnements, qui correspondent bien entre nos idéaux et le monde. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, construire une vraie stratégie d'entreprise qui va être efficace. Et ça, c'est très, très compliqué de le faire par soi-même, par essai et erreur et cetera. Je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas fait fonctionner son entreprise sans accompagnement. Donc pour moi, c'est vraiment, important. Faites-vous accompagner, structurez bien votre boîte avant de la lancer. Ne vous lancez pas, sans avoir quand même bien pensé vos stratégies au préalable. Mais en même temps, d'un autre côté, ne soyez pas non plus trop perfectionniste, parce que c'est le perfectionnisme, hein, c'est un peu l'ennemi de l'entrepreneur. C'est quelque chose qui peut vous conduire, comment dire, à la procrastination. Donc il y a un juste milieu. Mais vraiment, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait faites-vous accompagner, par des gens qui ont fait et qui ont les résultats que vous souhaitez avoir. Ça Et ça ça va vous aider. ça, c'est un élément qui est important aussi parce qu'alors en France, on est très à l'ancienne, hein, dans l'entrepreneuriat. On continue avec le fameux truc où tu passes par les structures d'accompagnement classiques qui vont te faire rentrer dans les mêmes schémas que les autres pour monter le même type d'entreprise avec les mêmes débouchés marchés. Ouais, ouais. Or, si tu veux te différencier, bah, va falloir faire différemment. Ben, c'est pas, parce que ta structure tu vas être accompagné par une structure, labellisée, depuis 40 générations que tu vas avoir une réponse très, très précise à un besoin sur quelque chose qui est une niche, parce que tu vas créer quelque part un ovni, quelque chose qui te ressemble et je vois beaucoup de personnes qui vont là-dedans et qui partent du coup pas dans le bon sens puisqu'elles vont passer, des heures, à se faire, uniquement accompagner sur, les statuts ainsi de suite et globalement, bah, quand on va mettre sur le marché, ses premières prestats, ses premiers produits ainsi de suite, bah, rien ne va se passer exactement comme on l'avait prévu Mmh. et le plus important, c'est surtout d'être accompagné, au démarrage parce qu'il y a plein de choses qui vont pas fonctionner. Il ne faut pas se démoraliser, il faut remonter en selle, adapter, ajuster et transformer. Ouais, c'est un procédé itératif, tu as complètement raison, surtout au début, donc autant lancer quelque chose d'imparfait et le corriger, au mieux, au regard de ce que notre audience va nous ramener comme information et puis tu as raison aussi sur le côté, encadrement institutionnel. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, l'encadrement institutionnel est très inertique donc aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment des gros focus à mettre, par exemple, sur des aides comme l'IA, comme, faut vraiment coller vite, vite au business aujourd'hui et ce qui se passe et aux tendances bah, pour faire fonctionner son entreprise et en effet, ouais, il faut des intervenants qui soient vraiment bien calés, des accompagnements qui soient bien calés là-dessus, quoi, pour garantir les réussites des boîtes, quoi. Oui et ça, on a encore relativement peu évolué et puis, bah, la plupart des gens aussi, se voilent un petit peu la face là-dessus parce qu'elles ne sont pas prêtes à investir sur elles
pour se faire accompagner. Ouais, beh, au risque de passer par des stades qui sont peut-être nécessaires pour le comprendre, hein, c'est-à-dire, ben, des années de galère, hein, comme on peut le vivre parfois. C'est-à-dire qu'on va passer les premières années, sur des bases entrepreneuriales où on a fait des grosses erreurs, qui vont nous coûter 1, 2, 3 ans d'activité qui n'est pas rémunératrice, le capital enthousiasme, le capital, comment dire? Financier, le capital, énergie d'une manière générale, il s'effrite, hein, et le temps aussi qui passe, hein, et ça se rachète pas ça. Et tout cela s'effrite et ça peut avoir tendance à amener de la frustration. On en rencontre tous les jours des gens comme ça qui nous disent: «Ouais, ça a pas marché, ça marche pas finalement». Puis il y a un peu d'aigritude qui se développe. Ça, c'est moi souvent je m'aperçois en écoutant ces gens quand je leur pose 4 questions, simplement 4 questions, je sais qu'ils ont mal bossé à la base et qu'ils ne se sont pas fait accompagner et que ça a été, et que le business plan, la préparation de projet a été, bâclée, pas bien faite du tout, alors qu'à la base, il peut y avoir une bonne idée, il peut y avoir une bonne niche, il peut y avoir une bonne, et là encore, ça me déçoit parce que, bah, ce sont ce sont des activités, régénératrices pour la plupart. Nous, c'est comme ça qu'on le dit, de la planète, des humains, et du coup, c'est autant de missions qui ne sont pas menées, c'est autant de place qu'on ne prend pas parce que ces personnes-là, bah, pensent soit pouvoir y arriver seules, soit c'est des essais et erreurs, c'est très long, hein. Moi, j'en suis aujourd'hui à 15 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé, 4 ou 5 structures aujourd'hui. Les 4-5 premières années, c'est très inertique, c'est très long, on tâtonne beaucoup et cetera. Si on peut les gagner, c'est quand même génial, quoi. Et puis, il faut aussi accepter de se laisser du temps parce que, bah, monter une entreprise, c'est pas comme monter une tente Quechua, il suffit pas de l'acheter en l'air et elle est tout de suite en place. Ouais, non, ça se met pas tout de suite en place. En effet, comme on disait, c'est itératif. De temps en temps, on a besoin d'un repositionnement. De temps en temps, on a besoin de retravailler son système de vente ou son système marketing parce qu'il est pas bon. De temps en temps, on s'aperçoit que, bah, on n'a pas forcément les bonnes personnes aux bonnes places. Enfin, il y a ouais, c'est clair, ça se fait pas en 5 minutes. Je te remercie du coup de ce témoignage, de cette interview parce que je pense que ça va en inspirer beaucoup et on va avoir fait tomber beaucoup de tabous, tous les 2 aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Sur ecopreneur.life, Life, vous avez toutes les informations et puis on se fera un plaisir de vous aider et puis, vous avez aussi, la chaîne YouTube, Ecopreneur, les médias sociaux qui y sont liés. Il suffit de taper Ecopreneur et vous aurez tout ce qu'il faut. Merci à toi et du coup, je vous invite également à remplir le petit questionnaire dans la description de cette interview pour choisir des prochains sujets qu'on traitera ensemble et je vous mettrai tous les liens pour pouvoir retrouver les écopreneurs. À très bientôt. Merci à toi. Salut à toutes, on persévère ensemble. Bye bye. Au revoir.